Bonjour à tous et à tous, bienvenue à cette table ronde sur le sujet de la gestion des temps dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. C'est une table ronde qui organise avec moi trois invités. Alors pour me présenter déjà, moi je suis Marie Delattre, je suis créatrice de contenu pour les RH et je vais vous introduire auprès de nos trois invités. C'est parti! Alors bonjour à vous trois, je vais vous laisser vous présenter l'un après l'autre. Je vous en prie, Audrey. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Audrey Fiamma. Je suis directrice des ressources humaines chez Madeo. Madeo est une société de gestion hôtelière spécialisée dans la conception, la gestion et le développement d'hôtels sur Paris. Aujourd'hui, Madeo compte 12 hôtels et un restaurant, et notamment le Play Hotel, qui nous accueille aujourd'hui pour cette table ronde. Et pour parler un petit peu plus précisément de moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'évolue dans la fonction RH. Bonjour à toutes et à tous, Émilie Méridjen. Alors moi je suis avocate spécialisée en droit du travail. Je suis associée en charge du département droit social du cabinet Sécri Valentin Zérouk. On est un cabinet d'affaires d'une 60aine de personnes. J'ai une activité qui est assez généraliste, mais avec une dominante dans l'hôtellerie et la restauration qui fait que j'ai développé une expérience de ces problématiques, notamment de gestion des temps d'activité, mais plus généralement de la convention collective HCR et des contraintes opérationnelles dans l'hôtellerie pour aider tous mes clients de ce secteur à apporter des réponses juridiques sécurisées. Bonjour, je suis Benjamin Léba, l'un des cofondateurs de la société Badakan, qui édite un logiciel RH qui permet de gérer son personnel, faire de la gestion administrative, faire de la gestion des temps, des activités et du planning pour des sociétés qui ont besoin de flexibilité, qui ont beaucoup d'entrées, de sorties de personnel, des plannings qui peuvent changer, évoluer, des plannings très opérationnels. Et on a une forte dominante dans l'hôtellerie, la restauration et l'événementiel. On travaille avec des groupes tels Barrière, Hyatt, Radisson, des sociétés de gestion comme Madeo qui nous reçoit ce matin et merci beaucoup, et des belles maisons type les RL ou encore Experimental Group ou Hoxton. Voilà. Merci à vous trois. Alors du coup, cette table ronde, vous le verrez, on l'a en physique avec les gens qui sont avec nous. Merci beaucoup d'être venus. Et elle est aussi diffusée en live et vous avez également à votre disposition un chat dans le live. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le live. Moi, je les récupérerai à la fin. Et à la fin de la table ronde, donc on a un espace de parole pour le public ici et pour le chat. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le déroulé. Je vais commencer par vous parler un petit peu de quelques chiffres qui sont issus de l'étude réalisée par Badakan en septembre 2022 auprès de 150 professionnels du secteur HCR. Et ensuite, on passera sur déjà une définition un petit peu de la gestion des temps et ensuite quelques cas pratiques pour avoir un petit peu de concret et qu'on puisse avoir voilà, les retours de nos trois invités qui ont chacun leur spécialité et voilà, pour que ce soit vraiment dynamique et que chacun puisse repartir avec des infos pertinentes. Alors, pour ce qui est de l'étude qui a été commanditée par Badakan, vous avez donc aussi vous avez reçu donc des formulaires avec les chiffres que vous retrouvez. Vous les retrouvez aussi derrière nous. Donc, la GTA dans l'hôtellerie en quelques chiffres en 2022. C'est une étude qui s'est concentrée vraiment voilà, sur les outils qu'utilisent les RH au quotidien dans leur gestion des temps aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, donc on a eu on a pu découvrir qu'il y a tout de même plus de 60% des RH aujourd'hui qui ont délaissé un tableur Excel à l'ancienne, quelque chose de très ancien, qui peut être aujourd'hui un peu daté, pour avoir l'aide d'un outil approprié qui est dédié à la réalisation des plannings. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, d'avoir aujourd'hui des outils qui sont dédiés aux RH et qui sont utilisés par les RH. On a aussi plus de 70% des RH aujourd'hui qui ont intégré un système de badgeuse, un système de pointage pour leurs collaborateurs. On aura l'occasion un petit peu aussi d'en reparler un peu plus tard. Donc là pareil, c'est plutôt positif de voir que les RH et les entreprises se dotent aujourd'hui d'outils appropriés.
Mais pour autant, on a quand même 50% de la population qui n'a pas automatisé le suivi du temps de travail. Donc il y a encore des choses qui sont amenées certainement à évoluer. On a encore beaucoup, c'est une première étape qui a été franchie, mais on a encore beaucoup de RH qui n'ont pas tout automatisé. Et on a aussi un sujet dont on va parler un peu plus tard, vous le verrez, le sujet des heures supplémentaires, qui est un sujet qui est très présent au sein du secteur de l'hôtellerie-restauration, puisqu'il y a 1 à 3 heures supplémentaires qui sont réalisées chaque semaine pour un équivalent temps plein. Donc c'est quelque chose qui est fondamental et qui est vraiment un sujet du quotidien. On le verra notamment avec Audrey qui nous donnera son expérience de DRH. Voilà, donc en bref, 2 objectifs pour la gestion des temps aujourd'hui dans la population, auprès de la population RH. C'est d'un côté le bien-être des équipes, et de l'autre, le respect de la législation. Et en fait, c'est tout l'enjeu de réussir à concilier les deux et que chacun puisse trouver son compte, que ce soit le collaborateur, le dirigeant et le RH aussi. Et donc voilà, je vais donner tout de suite la parole à Audrey qui va nous donner un petit peu son ressenti sur ces chiffres en tant que DRH et puis qui va aussi nous donner une définition un petit peu de la gestion des temps. Mais je vous laisse nous donner votre point de vue. Audrey. Merci beaucoup. Alors, j'espère en tout cas parler en nom de beaucoup de professionnels RH. Moi, à mon sens, cette enquête, elle met en évidence des réalités, de nombreuses réalités auxquelles nous sommes confrontés en tant que professionnels RH. En premier lieu, ça va être la nécessité, le besoin de recourir à des outils. On parlait tout à l'heure, effectivement, comme le disait Marie, d'un outil de planification ou alors un système de badges pointeuses. Et également, je pense qu'on en est conscient dans notre secteur d'activité, la gestion du temps de travail qui est complexe, notamment avec le recours relativement régulier aux heures supplémentaires. Et tout ça, cette nécessité de répondre à des enjeux fondamentaux, de respecter bien évidemment la législation, on le disait, mais également de conserver nos équipes, de les fidéliser et donc d'axer sur ce bien-être des salariés. Et pour revenir sur cette enquête, je pense que ça met vraiment en évidence ce point-là. Concernant peut-être la GTA, parce que c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est la GTA ? Alors, la GTA, ça va regrouper l'ensemble des domaines, des gestions des temps et des activités, qui va permettre de suivre pour nos salariés tout ce qui va être le temps de travail, bien évidemment, les absences, les présences également, et tout ce qui va être la gestion des activités. Et je pense qu'on est beaucoup à pouvoir dire que c'est un sujet avec beaucoup d'enjeux. On va penser bien évidemment à la planification pour notre poursuite d'activité, à la maîtrise des coûts. Il y a nécessairement un aspect financier. Il y a aussi tout ce qui va être la partie législation. On en a déjà parlé et je pense que ça va être un sujet qui va être très important tout au long de cette prise de parole. Mais il y a également, je pense, un point qui est celui de la rémunération qu'il ne faut pas oublier. Et pour toutes ces raisons, il semble, à mon sens, primordial de l'aborder avec le plus de transparence possible. Et c'est ce qu'on va, je pense, essayer de faire tout au long de cette table ronde pour qu'on puisse en tout cas repartir avec des clés fondamentales sur cette gestion des temps et des activités. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que le secteur de l'hôtellerie, c'est aussi beaucoup de... Comme vous l'avez dit Audrey, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de concrets, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. C'est un sujet qui est très complexe et qui est difficile à traiter au quotidien. Et c'est un sujet qui parle d'humain. Donc c'est primordial de réussir à le traiter correctement. Et donc avec en ligne de mire ces 2 objectifs dont on a parlé, respect de la législation et bien-être des équipes. Aujourd'hui, c'est quoi les spécificités qu'on a dans ce secteur ? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui sont... je me tourne encore pour l'instant vers vous, Audrey, qui avez cette casquette de DRH et qui êtes un petit peu au quotidien avec les équipes. Il y a des spécificités qu'on voit, j'imagine, un petit peu plus souvent peut-être que dans d'autres secteurs. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent particulièrement ? Alors, il y en a beaucoup. J'espère pouvoir les retranscrire au mieux. Et c'est vrai qu'un des premiers points qui est venu à l'esprit quand on a abordé cette thématique, c'est le sens du service. On fait des métiers de service. C'est notre cœur de métier. C'est l'essence même de ce qu'on fait au quotidien en hôtellerie-restauration. Et l'exigence de nos métiers, la nécessité de faire vivre la meilleure expérience possible à nos clients,
a une incidence sur la planification de nos équipes pour justement délivrer ce niveau de qualité. Donc il y a ce premier point qui est quand même très, très inhérent à notre fonction, qu'on retrouve bien évidemment dans d'autres secteurs d'activité, mais qui va nous animer dans notre gestion de l'activité de façon générale. Ok, donc on a vraiment ce sens du service client qui va être très présent, et on aura vraiment des cas pratiques qui vont se retrouver là-dedans. Est-ce que Émilie, Benjamin, vous avez quelque chose, comment dire, comment vous voyez, vous, ce côté service client? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent aussi également dans vos activités? Effectivement, c'est-à-dire que nous, quand on évoque ce sujet avec les RH, il y a la nécessité de concilier la législation avec cet impératif de donner les bons outils à la fois aux RH, aux gestionnaires de paie et aux opérationnels. Et il y a beaucoup d'éléments à réaliser, il y a beaucoup de tâches à réaliser, et si on arrive à automatiser toutes ces tâches, c'est du temps qui est gagné pour toutes les parties prenantes et qui permet de se concentrer sur le cœur d'activité, c'est-à-dire la réception, le service, l'accompagnement des salariés, le recrutement, donner plus de confort aux équipes, plus de formation, et ça permet, c'est un cercle très vertueux. Et comme vous l'avez mentionné, le droit social est très complexe, et on va l'évoquer par la suite. Il est changeant, chaque cadre, chaque société a ses accords de branche, ses conventions, etc., ses usages. Donc c'est compliqué d'arriver à concilier tout ça. Et c'est pour ça que, pour revenir sur les chiffres de l'étude, effectivement, on voit une maturation du sujet, on voit qu'on s'équipe de plus en plus, mais qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore arrivé au bout, et qu'il reste vraiment à s'équiper de bons outils qui permettent d'être très modulaire dans son approche et de respecter ce qui se déroule au sein de l'établissement et les conventions, les usages, mais également d'évoluer avec le temps, avec chaque décret, etc. Et donc c'est très important d'arriver à trouver les bons outils pour cela. Et nous, c'est des discussions qu'on a avec l'ensemble des RH avec lesquels on échange. Oui, donc c'est... Et je pense qu'en complément, il y a d'autres points auxquels on peut penser quand on parle de l'hôtellerie-restauration, qui feront, je pense, écho à beaucoup d'entre nous. C'est que la vie d'un hôtel ne s'arrête jamais. Voilà, on ne ferme pas les portes d'un hôtel. On va donc devoir organiser la planification et la gestion de nos équipes en conséquence. Et puis, il y a aussi l'interdépendance de nos services. On a de magnifiques métiers, de nombreux départements qui travaillent conjointement pour délivrer ce service client dont on parlait, et effectivement on pense à l'organisation par exemple de l'événement d'aujourd'hui qui a nécessité de nombreuses personnes, que ce soit au niveau de la réception, du housekeeping, de l'organisation du banquet, séminaire, de la cuisine, et forcément cette interdépendance, elle va avoir une incidence sur planifier nos équipes au bon moment et quand. Alors moi j'entends, les propos que j'entends sont typiques des problématiques que me remontent mes clients, qui sont des problématiques avant tout opérationnelles. Pour un DRH, le droit, ça n'est qu'un élément de contrainte, c'est pas une fin en soi. Je voudrais déjà, à titre liminaire, essayer de déculpabiliser tous les RH qui sont là. Il y a un niveau de complexité en droit du travail d'une manière générale, dans l'hôtellerie-restauration en particulier, lié aux éléments Audrey et Benjamin que vous avez évoqués, qui est très important. On audite régulièrement des hôtels, notamment sur les parties durée du travail. Il y a très peu de vos confrères qui sont au carré. Donc, détendez-vous, on ne peut pas faire les choses parfaitement, et c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est un des secteurs où on le voit, l'engagement des collaborateurs, d'une manière générale, il y a évidemment des exceptions, mais est assez fort et tourné vers ce sens du service client, ce qui fait qu'il y a une mobilisation au-delà de la contrainte juridique. Si on doit dépasser des temps, si on doit ne pas respecter certaines règles, en général, ça se passe bien, et le niveau de contentieux mis en regard des irrégularités que nous, on constate quand on fait des audits est finalement assez faible. Alors, je ne suis pas en train de vous encourager à mal faire les choses, évidemment, mais l'idée, c'est déjà d'aborder les choses de manière pragmatique, en n'étant pas complètement enfermé dans une approche juridique qui, finalement, peut étouffer parce qu'il y a tellement de contraintes que c'en est trop.
évidemment l'utilisation d'outils qui permet d'automatiser, de mettre des garde-fous sur un certain nombre de données très techniques, finalement assez, pardon, mais chiantes. Hein. Quand c'est automatisé dans un logiciel, c'est ça en moins pour les RH en termes de choses à penser, c'est ça en plus en termes de sécurité, et ça permet de se concentrer sur la véritable adéquation entre l'opérationnel et l'humain, qui est le cœur de métier d'un directeur des ressources humaines. Donc nous, on est là pour aborder et rappeler le cadre, pour essayer d'apporter des réponses qui soient sécurisées, mais aussi qui tiennent compte de vos impératifs et de vos contraintes très opérationnelles, très business. Et sur la partie, je pense justement des besoins des équipes, hein, que ce soit nos managers ou nos directeurs, il y a un point qu'on a abordé mais qui se doit d'être redit, c'est celui de la flexibilité. Je pense qu'on en a tous conscience. C'est offrir les meilleures options possibles à nos managers et directeurs d'un point de vue opérationnel, tout en respectant bien évidemment la législation, mais voilà, leur laisser ce choix concernant la planification et la GTA. C'est un élément clé que vous mentionnez, Audrey, en ce sens. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit quand on déploie le logiciel Badakan dans l'hôtellerie et la restauration, c'est qu'en général, le sponsor du projet, c'est la fonction ressources humaines, qui pense à tout le monde au sein de l'établissement, qui pense à la fois à sécuriser l'employeur, bien évidemment, et qui pense à toutes les contraintes opérationnelles et qui sait que parfois c'est le dimanche matin, quand il n'y a aucune fonction support de disponible, qu'il y a un remplacement à effectuer de dernière minute et autres. Et donc nous, à chaque fois, le mandat qu'on a quand on intervient et qu'on paramètre l'outil, c'est d'essayer de sécuriser ce qui peut l'être effectivement facilement, et c'est de donner plutôt l'information au manager, aux équipes terrain, sur les temps, sur les compteurs, sur le nombre de vacations qu'ont réalisé un extra sur un trimestre civil, etc., pour pouvoir opérer le meilleur choix possible en conciliant bien évidemment le risque juridique à chaque fois que l'on prend, parce que évidemment l'idée c'est que le logiciel ne soit pas obtus et bloque tous les éléments. Donc concilier le risque et les enjeux, les contraintes opérationnelles. Et ça c'est très important, et en tout cas la fonction RH l'a bien compris et se dote d'outils en ce sens. Ouais. C'est tout l'enjeu. Vous avez bien résumé les enjeux, les différents enjeux qu'on a vraiment sur ces thématiques-là. Mais moi, je veux un peu de concret. Parce qu'il est temps d'aborder des situations qui sont beaucoup plus concrètes dans lesquelles on va pouvoir vraiment s'immerger. Et j'ai envie de poser pour le démarrage de cette partie cas pratique la question dont on a parlé dans certains chiffres de l'étude, c'est la question des heures supplémentaires. Audrey, est-ce que vous avez des cas qui reviennent sur cette question des heures supplémentaires? Est-ce que est-ce que c'est quelque chose de difficile à gérer? Comment c'est géré? Dans la vie réelle, qu'est-ce qui se passe sur ce sujet-là? Ça serait mentir que de dire que je n'ai pas de questions de la part de managers ou de directeurs sur cette question. On est certainement plusieurs d'entre nous à avoir aussi être sollicités lors d'entretiens. Hein. Ça peut être des questions qui peuvent être posées en entretien sur quelle est la politique pratiquée en matière d'heures supplémentaires. Donc c'est un vrai sujet pour lequel on se doit d'être transparent et qu'on essaie de porter le mieux possible en formant les managers. Mais il est vrai qu'il y a des cas auxquels les managers peuvent être confrontés, ou nous-mêmes aussi parfois personnellement, et où on peut faire preuve de certaines difficultés. Et je pense que les conseils sont toujours bons à prendre sur ces sujets. Moi je pense notamment à parfois un salarié qui peut rester au-delà de son temps de travail, sans pour autant que ça émane d'une demande de la part de son employeur, et la difficulté de fait du manager de se positionner pour savoir comment traiter ce cas-là. Oui, c'est effectivement une question importante. Sur la question des heures supplémentaires, il y a d'abord un principe à rappeler, c'est que, a priori et par défaut, les heures supplémentaires doivent être sollicitées par l'employeur. Les salariés ne sont pas censés faire des heures supplémentaires sans que ça n'ait été demandé expressément par le manager. Après, dans la vraie vie, il y a différents types de situations. Il y a la situation où l'employé de l'accueil, de la réception, attend son collègue qui est en retard. Il n'y a pas de manager sur place, mais par conscience professionnelle, il va rester jusqu'à ce que la relève arrive. Ça, ce sont des heures supplémentaires qui sont induites par l'activité. S'il était parti, on le lui aurait
pourrait reprocher du reste. Donc ce sont des heures supplémentaires qui doivent évidemment être portées à son crédit et être rémunérées. Après, il y a les heures supplémentaires qui sont faites de son plein gré par un salarié, et ça c'est toujours un peu plus compliqué. On a des salariés qui sont plus lents et qui ont besoin de plus de temps. On a des salariés qui sont plus consciencieux, qui sont plus angoissés, qui vont vouloir rester très longtemps. Est-ce qu'on doit dans ce cas-là régler les heures supplémentaires ? La réponse, elle est à peu près tranchée par la jurisprudence. Il y a une ligne de partage, on va dire, qui se dessine autour de la nécessité du poste. En gros, si c'est du zèle du salarié, on ne doit pas régler les heures supplémentaires. Et en revanche, le conseil qu'il faut donner au manager, c'est de bien signifier que l'heure, c'est l'heure et qu'on ne doit pas rester après l'heure de travail. Si en revanche, ces heures supplémentaires, elles sont induites implicitement par une charge de travail trop importante, par un surcroît d'activité, un banquet qui s'imprévise à la dernière minute, là, effectivement, ce n'est pas de la volonté du collaborateur de rester, mais c'est vraiment nécessité par l'activité. Donc, ce sont des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées. Et comme vous le disiez, Audrey, ce qui est important, en général, ce n'est pas tellement les problèmes de droit, c'est les problèmes de relations, c'est les problèmes de communication. Donc, c'est que les managers soient formés et aient bien ces réflexes en tête pour pouvoir donner des réponses et même anticiper dans leur discours, avoir une posture extrêmement claire vis-à-vis de leurs équipes sur ce qui va être traité en heures supplémentaires et ce qui ne le sera pas. Ce qui permet déjà de débroussailler en amont un certain nombre de situations qui pourraient sinon se révéler compliquées, voire conflictuelles. Oui, c'est vrai, vous l'avez mentionné, il y a ce côté aussi qu'il y a quand même les managers aussi qui sont impliqués dans cette stratégie d'heures supplémentaires. Et des fois, peut-être que ce n'est pas toujours facile de leur expliquer comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire, Émilie, pour les accompagner ? La formation est clé. La formation des managers, alors c'est pas censé être leur cœur de métier que de maîtriser la législation sociale et pas que sur les heures supplémentaires. Il y a tout un tas de sujets qu'ils devraient maîtriser et ça c'est un accompagnement que je recommande vivement pour vos managers parce que le mieux ils sont équipés, le mieux ils sont outillés et le mieux ils peuvent organiser les aspects opérationnels de leur job en tenant compte de cette contrainte légale qui, malgré tout, existe. Et quand vous leur expliquez quels sont les enjeux financiers et les risques pour l'hôtel, en général, il y a des prises de conscience assez étonnantes. On voit des grands yeux s'ouvrir. Ah bon, ça peut coûter si cher, mais on ne savait pas, on ne s'en rendait pas compte. Et quand on met les choses en perspective et qu'on donne du sens à la règle qu'on leur transmet, ça leur permet aussi de mieux l'assimiler et de mieux la transmettre. Et encore une fois, la communication reste clé. Oui, puis en plus, il y a vraiment Vous voulez dire quelque chose, Oui, Benjamin ? Allez-y. C'est pour rebondir sur ce propos, nous, le terme qu'emploient parfois nos clients, c'est lorsqu'on leur donne les bons outils et la bonne formation, on peut faire des managers des RH de proximité. Voilà. Et ça, c'est un enjeu qui est clé, et je pense que les deux pans sont fondamentaux. C'est-à-dire qu'il faut remettre un cadre, une perspective, pour que derrière il y ait des décisions qui soient prises comme si c'était son propre risque, son propre argent que l'on gérait pour le manager. Ils le font quand ils ont l'information. Et deuxièmement, c'est avoir la considération aussi de leur donner les bons outils pour qu'ils aient cette information et qu'ils puissent agir justement en bons gestionnaires. Et si on n'a pas ces deux pans réunis, c'est très compliqué. Et donc l'accompagnement au changement passe par ces deux points qui sont de la considération pour ces équipes opérationnelles. Je retiens le terme de RH de proximité qui, je trouve, est très pertinent pour tous les managers qui encadrent des équipes, effectivement. Audrey, vous vous retrouvez aussi dans ce terme de RH de proximité ? Oui, je pense qu'on a besoin de relais. On a besoin d'eux sur le terrain et c'est le rôle de manager ou de directeur. Et effectivement, il faut leur donner les clés, les accompagner dans la formation parce qu'ils restent très souvent le premier point de communication avec les équipes. Et on le disait tout à l'heure, l'importance d'éviter toute relation conflictuelle passe aussi par du relationnel. Donc l'enjeu est certain, en tout cas sur leur rôle et le besoin de les avoir à nos côtés.
Peut-être une subtilité, c'est que du coup, les RH, eux, vont avoir cette formation qui va être plus souvent de droit, alors que les managers, peut-être Émilie, vous pouvez faire un petit rappel sur le fait qu'il y a des temps de travail qui sont assez spécifiques aussi dans l'hôtellerie-restauration et qu'il faut que les managers soient également au courant de ça, parce que en général, les RH, on a une formation juridique de base, mais les managers, pas forcément. Effectivement, les managers pas forcément. Il y a tout un tas d'informations à maîtriser quand on est RH de proximité sur les durées hebdomadaires maximum, des durées journalières maximum. J'attire votre attention, mais vous le savez sans doute, sur le fait que dans l'hôtellerie et la restauration, la convention collective, il y a une spécificité avec des durées maximales quotidiennes qui dépendent du type de poste. Donc c'est encore une subtilité à maîtriser. De manière plus classique, mais on peut avoir des pics d'activité avec des durées maximales, cette fois-ci hebdomadaires, absolues, 48 heures, et puis sur une période de 12 semaines consécutives, 46 heures. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'informations à avoir, à piloter, mais avant tout, effectivement, à connaître, au même titre que on doit former, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, mais nos managers sur le harcèlement moral, comment on gère de l'insuffisance professionnelle. Tout ça fait partie de la fonction de manager qui est au contact des équipes sur le terrain. Je fais juste une petite pause pour rappeler, dans le live, n'hésitez pas à partager vos questions pour tout à l'heure quand on passera à la partie questions-réponses à la fin de la table ronde. Je pensais à quelque chose, c'est qu'il y a aussi, donc les managers sont là pour accompagner les collaborateurs au quotidien, mais ils peuvent être aussi là pour l'aspect recrutement. Et c'est vrai qu'on parle de difficultés de recrutement dans absolument tous les secteurs du monde. Et j'imagine également aussi dans le secteur hôtellerie-restauration, c'est vrai qu'on en parle pas mal dans les informations générales. Audrey, qu'est-ce que vous avez, vous, comme en tant que DRH, comme situation concrète qui vont parler de ces difficultés de recrutement et comment est-ce qu'on peut avoir des cas un petit peu là-dessus et puis discuter autour de tout ça? Alors oui, il y a eu dans le passé, il y a aujourd'hui aussi encore des difficultés sur certains postes en termes de recrutement. Il est certain que ça a une incidence sur la gestion du temps et des activités au sein de nos hôtels. Et je pense notamment à un cas de figure où potentiellement il peut nous arriver de préférer faire appel à des personnes qui sont déjà présentes chez nous en rémunérant ces heures supplémentaires parce qu'on fait face à une difficulté pour recruter une personne ou trouver un profil en temps imparti. Donc effectivement, on peut recourir à ce système-là qui va avoir une incidence sur la GTA concernant les difficultés de recrutement. Oui, c'est peut-être l'occasion de rappeler d'autres limites. Je parlais des durées maximales de travail. Alors évidemment, c'est une situation concrète qu'on voit très souvent chez nos clients qui nous demandent combien on peut faire d'heures supplémentaires parce qu'on n'arrive pas à recruter et on tire sur les effectifs. Donc il y a ces limites dont je parlais de durée maximale quotidienne et hebdomadaire, mais il y a aussi le nombre d'heures supplémentaires qu'on peut faire effectuer par un salarié chaque année. Alors les partenaires sociaux dans la convention collective sont assez pragmatiques et c'est une convention qui est complexe mais qui est quand même extrêmement bien adaptée, je trouve, avec maintenant plus de 20 ans d'expérience aux spécificités du secteur. Et elle prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires, j'imagine que vous êtes familier de la notion, qui va bien au-delà du contingent légal. Le contingent annuel, c'est le nombre maximum qu'on peut faire effectuer d'heures supplémentaires par an à un salarié. Pour le commun des mortels, dans n'importe quel type de secteur d'activité, c'est 220 heures supplémentaires par an, ce qui est déjà pas mal. Dans l'hôtellerie et la restauration, alors ça va dépendre là aussi des typologies d'hôtels, mais le maximum c'est 360 heures, ce qui nous donne de la marge. Alors c'est pas sans conséquence. C'est pas sans conséquence, vous parliez de la rémunération, et c'est pas sans conséquence sur le repos. Il y a une notion dans l'hôtellerie et la restauration qui crée de la confusion, c'est la notion de majoration d'heures supplémentaires et même de déclenchement des heures supplémentaires. Vous le savez sans doute, la durée du travail, la durée légale, c'est 35 heures. Merci Martine Aubry, on le sait depuis 20 ans maintenant. Dans l'hôtellerie et la restauration, la durée conventionnelle, c'est 39 heures.
Pour autant, donc les salariés sont censés, par défaut, travailler 39 heures chaque semaine. Pour autant, la majoration des heures supplémentaires, elle intervient dès la 36e heure. Donc et là, c'est notamment les experts du chiffre qui le savent pour traduire ça sur les bulletins de paye, mais aussi quand on fait des propositions de salaire et qu'on doit tenir compte du respect des minima conventionnels, il faut bien se rappeler qu'on doit majorer à 10% de la 36e à la 39e heure, de 20% ou 25%, je ne sais plus, de la 40e à la 43e heure et de 50% au-delà. Donc on n'est pas aligné, ce qui déjà crée une confusion, et pour les managers, ils ne savent pas si à la 36e on est en heure supplémentaire parce qu'ils voient que c'est majoré sur leur bulletin de paye. Non, en fait, on n'est pas en heure supplémentaire, mais c'est quand même majoré. Première confusion. Deuxième confusion, il y a la question des repos compensateurs. Ça, en général, mes clients s'arrachent les cheveux. C'est quoi le repos compensateur de remplacement ? En plus, il y en a deux types. Il y a le repos compensateur de remplacement, on va dire, classique, c'est-à-dire, je décide de pas... J'ai un salarié qui travaille 39 heures. Je décide il travaille une semaine 42 heures. Il y a 3 heures supplémentaires. Je ne veux pas lui rémunérer ces 3 heures supplémentaires. Je veux les lui compenser en repos parce que la semaine qui suit ou dans 15 jours, je sais que je vais avoir un creux. C'est possible. Mais attention, pour ce repos compensateur, on va dire d'instinct, les managers se disent ok, tu as travaillé 3 heures de plus, tu récupères 3 heures dans 15 jours. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une majoration du repos compensateur, c'est-à-dire que pour 1 heure d'heure supplémentaire ne correspond pas à 1 heure de repos, mais à 1 heure majorée selon le nombre qu'on va récupérer, 10%, 20%, 50%. Donc il y a toutes ces petites subtilités. Et puis vous avez aussi les heures supplémentaires qui sont effectuées au-delà du contingent annuel. Donc là, quand on a tiré au maximum, oui, un point important, qui est aussi un outil de flexibilité et d'arbitrage dans la planification, c'est qu'une heure supplémentaire qui est compensée par du repos compensateur, elle ne vient pas s'imputer sur mon contingent. Ce qui me donne de la marge, c'est-à-dire que j'ai un collaborateur qui a pu faire finalement plus que 360 heures supplémentaires dans l'année, mais comme certaines ont été compensées, finalement je n'ai pas dépassé mon contingent, donc je suis toujours dans les clous. Et ça permet aussi pour les managers, quand ils ont toutes ces notions en tête et quand ils ont les bons outils, de se dire plutôt que de faire effectuer 3 heures supplémentaires par Paul, qui lui est déjà au taquet, je vais les faire effectuer par Pierre, parce que lui, je sais que sur son service, il pourra récupérer et que du coup, on ne va pas lui consommer son contingent et que je vais rester pour tout le monde à l'intérieur de mon contingent, ce qui est quand même beaucoup plus simple parce que dépasser le contingent implique un certain formalisme, des autorisations, etc. et le déclenchement d'un second repos compensateur qui là va être majoré davantage et qui implique une gestion RH encore plus complexe. Je me rends compte que ce que je vous dis est très compliqué. Je vous disais tout à l'heure, il faut être pragmatique, finalement, n'ayez pas peur, mais je me fais peur moi-même en vous parlant. Vous allez vous dire, mais c'est simple comme bonjour, Voilà. Qui n'a pas compris, franchement. Surtout si vous ne comprenez pas et que vous avez des questions, demandez-moi parce que moi, je fais ça toute la journée, mais n'hésitez pas. Il y a plein de notions. Peut-être, Benjamin, du coup, comment un outil peut aider à comprendre tout ça ? Parce que c'est vrai que même en tant que RH, Audrey sera sûrement d'accord avec moi, c'est compliqué de s'y retrouver, c'est compliqué d'expliquer parce qu'il faut déjà assimiler les informations, les retransmettre aux managers, qui les retransmettent aux collaborateurs. Ça peut vite faire un bazar pas possible. Comment un outil peut accompagner aujourd'hui une entreprise dans la gestion de tout ça ? Alors, il y a 2 points pour répondre à cette question. Premier élément pour cette compréhension auprès des opérationnels, les personnes qui vont réaliser cette planification. Effectivement, l'enjeu, c'est d'arriver à vulgariser ces éléments-là, être très visuel sur l'interface, très concrètement, c'est-à-dire que quand je vais gérer mon planning sur Badakan, par exemple, sur mon ordinateur, je vais avoir des pastilles de différentes couleurs qui permettent de m'avertir non seulement quand j'ai dépassé un quota ou autre et bloqué potentiellement selon la règle émise, mais également avoir des différentes couleurs, plus jaune, puis orange, puis rouge. Plus je m'approche de ces éléments-là, qui me permet justement de faire comme un Tetris, en fait, et de réaliser la meilleure combinaison possible pour optimiser ça, ne pas me mettre dans le rouge sur mes compteurs, même si j'ai le droit de le faire, de tirer jusqu'au bout, mais justement pour me laisser de la marge de manœuvre pour plus tard. Donc ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, pour répondre et mettre du concret à cette notion de pénurie de personnel, il y a quand même le recours possible aux extras, aux CDD d'usage, qui est quand même assez clé dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.
Et là, l'enjeu pour les opérationnels, pour leur permettre de prendre la meilleure décision et de se dire je vais avoir recours à un extra ou pas, c'est d'arriver concrètement à concilier sur le même planning justement mes permanents et mes extras, ou en tout cas voir en un clic pouvoir lancer un appel à ma base de données d'extras, puisque les hôteliers, les restaurateurs avec lesquels on travaille vont passer du temps à nourrir leur base de données d'extras potentiels, à soigner leur marque employeur à leur destination, et lorsqu'ils ont un besoin, ils vont solliciter cette base et pouvoir voir sur mon planning justement mes permanents, comment je vais pouvoir le gérer et comment je vais pouvoir insérer utilement les extras en respectant les compteurs aussi dédiés aux extras, avec également de la simplification visuelle là-dessus. Donc effectivement, ça demande une conception qui est soignée, mais qui permette in fine au manager d'avoir l'information visuellement et de pouvoir opérer la meilleure solution. Et que ce soit devant un ordinateur, mais aussi on travaille beaucoup sur les solutions de mobilité, l'application mobile, puisqu'on sait qu'un manager va pas forcément avoir un bureau, n'a pas forcément le temps de monter à l'étage, de descendre en sous-sol pour opérer des éléments clés. Et c'est pour ça que les managers nous demandent d'avoir des outils en situation de mobilité pour pouvoir gérer au mieux justement toute cette complexité qu'on essaye d'embrasser et de simplifier au sein d'un outil. Ouais, c'est vrai que du coup, ça peut être vraiment complexe à mettre en place avec tous ces acteurs et toutes ces choses différentes. Et vous avez parlé du coup de la notion de population d'extra, qui est quand même quelque chose qui est assez spécifique au secteur de l'hôtellerie et restauration. Émilie, peut-être, est-ce qu'il y a des règles particulières à observer sur cette gestion d'une population d'extra ? Oui, évidemment. Il y a toujours des règles particulières en droit du travail. Et puis, je me permettrai aussi un petit retour d'expérience sur les pratiques que je peux observer chez mes clients, mais Audrey, sans doute, que vous pourrez compléter et être encore plus concrète. Alors, d'abord sur les règles, mais de manière vraiment très macro. Un extra, c'est quelqu'un qui va venir travailler quelques heures ou quelques jours. C'est un recours assez souple. En tout cas, c'est comme ça qu'on le prend dans les hôtels parce que c'est à la dernière minute. Il ne faut pas oublier qu'il y a un formalisme derrière, d'une part, écrit dans un certain délai, avec un certain nombre de mentions obligatoires, d'où l'intérêt d'avoir des matrices prêtes à l'emploi et sur lesquelles les managers du dimanche matin, vous en parliez tout à l'heure, sont formés, parce que s'il manque une mention, derrière pour nous, avocats, c'est le risque de requalification en contrat à durée indéterminée qui pointe son nez, donc évidemment les enjeux sont lourds. Premier point. Le deuxième point, quand on dézoome un petit peu, c'est l'objet même de l'extra, et c'est là-dessus que je partagerai un retour d'expérience. L'extra, c'est vraiment, sa vocation, c'est de pourvoir à un poste temporaire. La jurisprudence nous dit de manière un peu elliptique, ça ne doit pas avoir pour objet de pourvoir un poste permanent de l'entreprise. Alors, comment on trace les frontières ? C'est pas toujours évident naturellement, mais et puis il faut savoir aussi, pour ajouter un peu de complexité, que les extras, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon juridique les CDD d'usage. Tous les postes dans l'hôtellerie ne sont pas éligibles aux extras. Vous avez un problème de comptable, par exemple, vous ne pouvez pas recruter un extra, c'est juridiquement interdit. Vous pouvez prendre un CDD classique, mais ce ne sera pas un extra. Donc il faut vraiment vérifier ce point-là, et nous, quand on audite un hôtel, un des points d'attention, c'est la proportion d'extras par rapport à l'effectif permanent. Et quand ça dépasse un certain volume, ça crée véritablement une alerte, et une alerte en termes de risque assez significatif pour l'employeur, parce qu'une action massive de demande de requalification des extras en CDI, ça aurait des conséquences en termes de masse salariale et donc de coûts extrêmement lourdes pour l'hôtel. Donc ce qu'on voit de manière assez classique, c'est 3 couches, vous me permettrez ces mots, dans la constitution de l'effectif d'un hôtel. C'est un effectif incompressible. J'ai besoin d'un veilleur de jour, d'un veilleur de nuit, ou d'un veilleur de jour et demi et d'un veilleur de nuit et demi. J'ai besoin au minimum de 2 personnes à la cuisine et de 4 personnes en chambre. Ça, sans cet effectif-là, mon hôtel ne tourne pas. Je ne peux pas ouvrir la clé le matin, enfin, même si, comme vous le disiez Audrey, ça ne ferme jamais. Mais voilà, c'est mon effectif incompressible. Après, on a l'effectif. La deuxième couche, ça va être pour satisfaire le taux moyen d'occupation.
on a tous annuellement un TO moyen, 70%, 72%. Et on sait que pour faire tourner à 72%, il nous faut en plus X femmes de chambre, X à la cuisine, X à la réception, X au bagage. Ces effectifs-là, ma recommandation, mais avec ma casquette juridique, c'est évidemment de les avoir en CDI, parce que ça fait partie de l'activité durable de l'entreprise. Alors en CDI, mais avec les outils de flexibilité dont on parlait, le recours à des heures supplémentaires, et un élément dont on n'a pas parlé, mais je pense qu'on n'aura pas le temps, c'est la notion d'annualisation. Quand on a des saisonnalités très fortes, très marquées dans des établissements, le fait de recourir à l'annualisation, ça permet de faire fluctuer de 0 à 48 heures par semaine le temps de travail de nos CDI, de nos collaborateurs permanents, et c'est évidemment extrêmement précieux pour planifier annuellement notre temps de travail. Donc ça, c'est la deuxième couche de permanent, mais avec tous les outils de flexibilité qui nous sont offerts par la convention collective. Et seulement la troisième couche, celle qui va permettre d'absorber les fluctuations quotidienne, hebdomadaire, où je sais que j'ai un gros salon ou un énorme événement particulier, c'est là seulement qu'on va avoir affaire à des extras parce qu'on répond à cette notion d'emploi vraiment temporaire et qui ne pourvoit pas un poste durable et permanent de l'entreprise. Voilà pour ces trois couches. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si ça correspond à votre expérience, Audrey. Oui, alors nécessairement besoin effectivement d'extra. Dans le cas très précis, alors, je suis plutôt satisfaite du besoin ponctuel effectivement lié à un événement particulier dans nos établissements. Après, je pense que vous l'avez expliqué en début de réunion et redit, c'est vrai qu'il y a aussi des impératifs où ces cas de recours malheureusement, parfois, voilà, on pense tout à l'heure à une absence, une personne qu'on veut faire travailler plus, peut-être qui ne sera pas disponible. C'est vrai qu'on peut avoir, on peut s'éloigner parfois de ces prérogatives-là, mais en tout cas, c'est fait à la marge. Et je pense qu'il est important, encore une fois, de bien informer les managers de ces différents cas de recours pour qu'ils aient aussi l'information et puissent essayer de faire au mieux avec la flexibilité dont ils ont besoin. Il y a un dernier sujet que j'aimerais qu'on aborde avant de passer aux questions-réponses, c'est alors les salariés, oui, ils font des heures sup, tout ça, ils font des pauses aussi, des fois. Et il y a des sujets qui sont aussi sur les temps de travail, mais il y a aussi des sujets sur les temps de pause. Audrey, c'est quoi les sujets que vous avez justement sur ces temps de pause? Est-ce qu'il y a des difficultés là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses à faire respecter? C'est quoi les cas qui se présentent sur ces temps de pause? Oui, alors il y a aussi des sujets sur les temps de pause, tout à fait. Moi, je sais que j'ai un sujet qui revient régulièrement de la part de mes managers, qui concerne des salariés qui ne souhaitent pas prendre de pause parce qu'ils préféreraient ne pas prendre de pause et terminer plus tôt. Et je sais que c'est compliqué, le message à faire passer, voilà, comment bien l'aborder pour les managers. Et donc, je trouve c'est intéressant d'avoir votre retour sur la meilleure pratique à avoir. Alors c'est aussi un sujet qui n'est pas évident parce qu'il va mêler des contraintes de droit et des relations humaines. Il y a des postes sur lesquels, parce que concrètement l'enjeu c'est, j'ai 20 minutes de pause, mais comme je préfère partir 20 minutes plus tôt et rentrer chez moi 20 minutes plus tôt, et ben, je vais renoncer à ma pause d'autorité et je vais quitter mon poste plus tôt. Il y a des postes sur lesquels ça ne pose pas véritablement de difficultés. Je suis comptable, ou un poste vraiment qui n'a pas d'intrication avec de la clientèle. Finalement, le manager peut laisser faire. Et il peut même se créer un usage en la matière qui va être opposable à l'ensemble d'une population concernée. Mais vous avez des postes dans lesquels ce n'est pas envisageable. Je prenais l'exemple de mon réceptionniste. S'il décide de ne pas prendre sa pause et de partir 20 minutes plus tôt alors que sa relève arrive 20 minutes après, c'est évidemment impossible en termes opérationnels. Donc la règle de droit, pour remettre l'église au milieu du village, c'est que c'est l'employeur qui fait le planning. Et c'est l'employeur qui positionne les pauses, s'il y a une logique bien sûr opérationnelle, et le salarié n'a pas le droit de partir plus tôt. Après, s'il le fait parce que c'est toléré et que ça n'a pas d'implication,
pas de problème, c'est pas moi qui vais m'y opposer, mais s'il le fait alors que ça met en péril la continuité d'activité, il est susceptible d'être sanctionné pour cela. Un avertissement, un rappel à l'ordre, et puis s'il persiste, des sanctions plus lourdes. Ce qui est plus compliqué, je trouve, là j'ai pris les cas un peu extrêmes où c'est évident que ça pose pas de difficulté dans un cas et c'est évident que ça en pose dans l'autre. Des femmes de chambre, ça peut être plus compliqué de faire comprendre la logique parce que une femme de chambre peut dire bah voilà, moi j'ai fini mon travail, j'ai pas pris ma pause, toutes les chambres qui m'étaient affectées sont faites, donc je pars. Oui, mais on le sait que l'hôtellerie réserve des surprises permanentes. Vous avez un nouveau client qui arrive à la dernière minute. Est-ce que vous avez une chambre ? Oui, elle n'est pas sur le planning de la femme de chambre en question, mais c'est une chambre qu'on doit dépoussiérer parce que ça fait 4 jours qu'elle n'a pas été occupée. L'employeur, dans sa configuration et dans sa planification, il sait que quand il dit oui au client, il a l'effectif disponible de femmes de chambre pour pouvoir mettre à niveau l'hygiène et l'ordre de cette chambre. Si la femme de chambre a décidé de partir, bah, vous vous retrouvez en galère. Donc les femmes de chambre, c'est surtout sur cette population, je trouve que c'est compliqué, ou sur le petit déjeuner par exemple, a priori tout le monde est parti, tous les guests ont fini de prendre leur petit déjeuner, oui mais vous avez le voisin qui vient prendre un café, c'est autorisé. Voilà. Donc il faut faire comprendre qu'on doit se garder en permanence cette flexibilité, cette marge, et que pour ça, il faut respecter le planning. C'est une des prérogatives de l'employeur, de fixer le planning et de le faire respecter. Tout ça doit se faire, encore une fois, avec doigté, communication, comprendre pourquoi un tel peut partir plus tôt et pas à vous, et donner du sens à la règle pour que les collaborateurs puissent se l'approprier et ne pas se sentir frustrés ou moins bien traités, ce qui est la graine qui fait qu'ensuite on aura des difficultés et voire du contentieux. Benjamin, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet avant qu'on passe aux questions-réponses ? Juste ça nous a beaucoup... on a beaucoup travaillé sur le sujet des temps de pause avec nos clients pour avoir cette modularité. Donc je confirme qu'on nous demande de la traiter par type de poste avec des déclenchements automatiques selon telle ou telle catégorie et la possibilité ou pas justement de décaler l'heure d'arrivée ou l'heure de départ au regard de ce temps de pause. Ça c'est le premier point. Donc vraiment on le retrouve en pratique, ce que vous dites. Et deuxième point, c'est souvent pour des considérations de pause qu'on demande à Badakan d'installer une badgeuse, parce que le badgeuse permet de faire le début du shift, fin du shift, mais également de badger ses temps de pause. Et c'est vrai que c'est un point de crispation avec lequel on a souvent... nous, la façon d'y répondre, effectivement, c'est par une badgeuse et nos clients, c'est un des moteurs pour la mettre en place. Voilà. Merci déjà pour tous vos éléments de réponse à tous les cas pratiques qu'on a évoqués. Peut-être que dans le public, il y a des questions à l'un de nos invités qui ont envie d'être posées. Je vais d'abord me tourner, je pense, vers le public dans notre salle, ceux qui ont fait le déplacement, et ensuite je passerai aux questions que j'ai sur ma tablette au niveau du live. Est-ce qu'il y a une question qui vous vient ? Notamment toute la partie où il y a vraiment des pics d'activité. Est-ce qu'à Paris, par exemple, on pourrait l'utiliser Alors, à ma connaissance, oui. Parce qu'effectivement, il y a des spécificités régionales. Mais oui, à ma connaissance, on met en place l'annualisation dans HCR à Paris. Tout à fait. Alors après, avec un certain nombre de conditions, hein, c'est évidemment pas... ça ne se met pas en place du jour au lendemain, avec des périodes de référence qui diffèrent selon qu'on est sur des établissements ouverts toute l'année ou sur des établissements saisonniers, où là, évidemment, les périodes de référence vont être calées sur les périodes d'ouverture de la saison. Mais oui, on peut mettre en place l'annualisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public, ici dans la salle ? Oui ? Le micro arrive tout de suite. Bonjour, j'ai pas forcément des questions, mais beaucoup de remarques, beaucoup de choses à dire. Déjà, je me présente, Stéphane Lozano. Je suis consultant au sein du cabinet de conseil Temps d'avance, spécialisé en gestion des temps et planification. La première remarque qui m'a interloqué au début, c'est la vision RH et
opérationnel. Alors déjà, très bien la vision opérationnelle, mais je pense qu'il manque un gros pan de la gestion des temps, c'est l'aspect bien-être de l'employé. Parce qu'en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la GTA est l'outil le plus utilisé en entreprise après la messagerie. Après la boîte mail, c'est l'outil le plus utilisé en nombre d'utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que tout le monde, que ce soit les CDI, les CDD, que ce soit la direction, que ce soit les salariés, que ce soit les extras, tout le monde est amené à utiliser la GTA, que ce soit en pointant, que ce soit en faisant des demandes d'absence, etc. Tout le monde l'utilise. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas se rater parce que le nombre d'utilisateurs est énorme. Et du coup, c'est un gros vecteur de bien-être parce que ça va gérer l'équité. Donc l'équité des plannings, que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui fassent la fermeture, qui fassent l'ouverture, qui travaillent le week-end. Donc ça, gros vecteur, gros levier sur le bien-être. La possibilité de dématérialiser les demandes d'absence, de pouvoir avoir un accès depuis la maison en famille pour gérer ses congés en famille sans avoir à attendre le lendemain de regarder sur un papier. Pouvoir avoir un planning et potentiellement même dématérialiser des bourses de shift, de pouvoir échanger. Bref, un gros levier. Donc, ce n'est pas uniquement une vision coût financier, RH et opérationnel. Il y a aussi un gros levier. Et aujourd'hui, avec, c'est le secteur, aux dernières nouvelles, c'est le secteur qui a le plus de difficultés en recrutement. Donc, il est très important de garder en tête ce levier de bien-être de la GTA. Donc ça, c'était le premier point que je voulais relever. J'ai pris plein de notes. Je préviens, il y en a pour longtemps. Il faut essayer d'être synthétique. Je vais essayer, effectivement. Il y a des choses aussi qui n'ont pas été... je pense qu'on n'a pas été jusqu'au bout. La partie du RCR. Donc le RCR, c'est la possibilité donc, de faire le choix de ne pas payer les heures supplémentaires au cours du contrat, mais certainement et normalement au moment du solde de tout compte. Seulement, la grosse difficulté, c'est comment on valorise le paiement. Des heures à 50%, des heures à 20%, peut-être à 25% en fonction de ce que vous avez dit, des heures à 0. Donc ça, comment c'est fait, comment on le valorise au moment du STC? Parce qu'on ne peut pas prendre un volume qui a été majoré et l'envoyer en paye. C'est juste pas possible. Donc déjà, il y a un gros sujet technico-fonctionnel qui échappe bien souvent aux managers et même bien souvent d'expérience au RH. Parce que là, on est dans un point technique, juridique, paye, ultra pointu. Donc là, c'est l'intérêt d'avoir un outil de GTA qui fait les choses bien et en fonction de la législation. Mais donc attention, faire le choix de la récupération, donc du RCR, plutôt que du paiement, n'exonère pas de suivre les heures avec les majorations au fil de l'eau. Il n'y a pas d'autre choix. Il y a énormément de sujets. On n'a pas pu traiter tous les sujets du monde, mais il y en a tellement qu'on aurait pu aborder en plus. Donc c'est hyper intéressant du coup d'avoir les remarques supplémentaires des personnes qui sont venues assister à la table ronde. Mais évidemment, je suis sûre que vous avez des... Pour rebondir, je vous remercie de votre prise de parole. Il y a un point qu'on n'a peut-être pas effectivement abordé et pourtant qu'on a beaucoup échangé ensemble dessus lors de la préparation de cette table ronde. C'est justement l'enjeu de la GTA. Et en fait, on a assez naturellement, lors de l'échange, et pour avoir impliqué aussi des managers, des opérationnels, des directeurs sur le sujet lors de la préparation, on a assez naturellement, en tout cas c'est la pratique qu'on a chez Madeo, on s'est dit que la GTA pour nous c'était les règles du jeu. Du contrat de travail. Et vous parliez tout à l'heure du bien-être, mais en fait, pour moi, ça en fait partie. C'est-à-dire que la GTA permet d'établir des règles du jeu transparentes dès le début dans une relation contractuelle et ça favorise et ça participe au bien-être effectivement des équipes. Donc c'est effectivement pas quelque chose qu'on a mis forcément en évidence là lors de l'échange, mais je trouve ça intéressant puisque c'est un sujet qu'on l'a présenté comme ça lors de la préparation et ça semble en tout cas rejoindre ce que vous soulevez ici. Je suis tout à fait en lien et j'ai trouvé que la première remarque était effectivement très très juste en ce sens où la GTA, elle est au croisement de quasiment toutes les fonctions
au sein d'un établissement hôtelier. C'est-à-dire que ça va être un outil utilisé journellement par les employés, qui va être utilisé également par les extras, où ils vont savoir s'il y a des missions disponibles, pouvoir y postuler. Ça va être utilisé par les managers, on en a parlé, par les RH, on en a parlé, par le gestionnaire de paye également, que ce soit internalisé ou externalisé la paye. Mais si on a un outil de GTA qui laisse la place justement aux remarques, aux commentaires, à l'historisation de ce qui s'est passé, le gestionnaire de paye, en fin de mois, il ne va pas se retrouver à devoir appeler les managers ou les employés, mais va pouvoir traiter sa paye et ses exceptions à la paye directement. Et également la fonction direction administrative et financière qui va pouvoir piloter en temps réel son activité. Donc c'est très juste, la GTA a cette vertu et doit être bien organisée, bien pensée, bien outillée, parce qu'il y a beaucoup de population. Et pour revenir sur votre point initial, c'est effectivement un facteur qui va contribuer au bien-être, et le fait d'avoir des bons outils, des outils qui s'adaptent aux usages des employés. On a parlé de la mobilité tout à l'heure, mais le faire depuis un téléphone portable, faire ces actions critiques, que ce soit des demandes de congés payés ou de la consultation de planning, de la notification, c'est respecter les employés et les extras potentiellement. Et nous, ce qu'on voit, juste pour sortir du digital, mais aussi pour le lien, c'est que lorsqu'on déploie un projet Badakan, on va venir former les RH, les managers, et on organise très souvent des portes ouvertes pour les extras et pour les employés, pour les former. Et c'est aussi une marque de considération que de passer du temps pour leur montrer ce qui va se passer, pour leur expliquer parfois des enjeux et revenir sur les règles du jeu très claires, que ce soit du droit social, mais les règles du jeu de l'établissement également. Et parfois, juste pour être très concret aussi, et pour appuyer votre propos initial, parfois le budget alloué à Badakan vient en partie de celui de la marque employeur. Parce que certains de nos clients considèrent que avoir des bons outils participe également à la marque employeur forte. Voilà. Donc c'est pour appuyer ces points-là. J'ai une question. Une dernière fois là-dessus, juste une chose, on a souvent, en tout cas, il y a encore une image d'Épinal dans l'esprit de beaucoup de gens où badgeuse, gestion du temps, c'est du flicage pour contrôler le temps et limiter les heures. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, la GTA, c'est vraiment un levier de transparence, de bien-être. Ce n'est plus du tout pour fliquer. Enfin, c'est terminé depuis le XXe siècle au moins. J'avais une question qui était dans le chat. Alors, c'est une très longue question. Donc, je vais essayer de la synthétiser tout en vous la disant. Donc c'est une question qui parle plutôt de stratégie RH qui s'inscrit dans la stratégie générale de l'hôtel. Donc c'est Monsieur Iken qui pose cette question. Comment embarquer les équipes dans le déploiement de cette nouvelle stratégie? J'imagine oui, donc le déploiement d'une nouvelle stratégie RH. Les outils qui pourront être utilisés pour mieux comprendre la situation sociale actuelle, et comment faciliter la compréhension par les collaborateurs des défis auxquels l'hôtel fait face aujourd'hui. Donc voilà, une question sur la situation sociale actuelle. Alors, sans détails supplémentaires, c'est la situation de difficulté de recrutement, la situation post-Covid aussi, j'imagine. Voilà, je ne sais pas qui a envie Émilie, vous avez envie de répondre à cette question? Je suis sans doute la moins bien placée puisque je suis la plus loin du terrain, mais ce que je vois au travers des retours d'expérience de mes clients, c'est que le mot important, c'est celui de stratégie. Et ça va dans le sens du dialogue social d'une manière générale, de la transparence, de la considération, du respect du collaborateur. Quand on parle aux gens et quand on leur explique pourquoi on leur demande des choses et pourquoi on fonctionne de telle ou telle manière, quels sont nos enjeux et à quoi servent les outils qu'on met en place, que ce soit des outils digitaux ou des outils purement organisationnels, ça aide à embarquer, puisque c'est la question. Donc encore une fois, moi qui suis juriste, la clé pour tout, c'est la communication. Je me suis peut-être trompée de métier, mais je pense que voilà, communiquer, expliquer, passer du temps, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire pour respecter nos collaborateurs, capitaliser sur eux, les fidéliser et en attirer de nouveaux. Alors j'ai une dernière question avant qu'on clôture cette table ronde. C'est une question de Chloé. Peut-on mettre en place l'annualisation du temps de travail pour certaines équipes de l'entreprise ou doit-elle être nécessairement généralisée pour tous les salariés?
Peut-être Émilie, oui, sur cette question. Oui, c'est une question juridique, Oui. mais que je vous l'ai dit, moi je ne fais pas du droit en fait. Hein. Ah bah mince, on s'est trompé. Alors il me semble que oui. Puisqu'il y a une logique très organisationnelle, mais ce serait à vérifier, mais il me semble que oui, puisque l'annualisation ne va pas concerner, par exemple, les équipes administratives. Bon, a priori, oui, et à vérifier. Bon, est-ce que je peux vous demander de faire peut-être un petit mot pour conclure cette table ronde, que chaque invité conclue un petit peu, le mot de la fin? Vaste sujet, je pense qu'on a abordé aujourd'hui. Il aurait fallu certainement encore beaucoup de temps pour pouvoir échanger sur tous ces points. Moi, je pense que ce qu'on peut dire, en tout cas clairement aujourd'hui, et qui apparemment est partagé avec certaines personnes du public, c'est la nécessité de mettre en place une GTA qui soit la plus transparente possible, aussi bien d'un point de vue des équipes que de l'employeur, et de le faire aujourd'hui, semble-t-il, avec des outils pour être le mieux accompagné possible, peut être vraiment un vrai levier d'aide et d'accompagnement et de fidélisation aussi pour nos équipes qui travaillent au quotidien. Émilie? Alors, moi, mon mot de la fin sera positif et optimiste. J'ai l'habitude de dire et de conseiller, notamment à mes enfants, de toujours essayer de transformer une contrainte en opportunité. La GTA, c'est clairement une contrainte si on la regarde par le prisme juridique. Pour moi, aujourd'hui, avec la révolution du monde du travail, avec les défis auxquels les employeurs sont confrontés, elle doit être transformée en une opportunité de travailler son rapport aux équipes, aux collaborateurs, sa marque employeur, son organisation, pour sublimer quelque part les contraintes et faire en sorte que ça devienne le pilier central de l'organisation de l'entreprise de manière vertueuse. Voilà. Benjamin? Juste un constat sur ce qu'on voit au sein du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, c'est que vraiment le niveau des interlocuteurs RH que l'on a est très fort, très élevé, à la fois très technique sur la discipline RH, très techno aussi, c'est-à-dire qu'il y a une très très bonne compréhension des enjeux d'outillage et également une très forte capacité de mise en œuvre, enfin d'accompagnement au changement de l'entreprise, et on voit que les RH ont vraiment une dimension stratégique au sein des établissements et peuvent faire passer des grands projets, chantiers de transformation au sein de la société et donner un vrai avantage compétitif à leurs établissements, à leurs marques, à leur société. Et donc je les salue en ce sens. C'est un vrai plaisir de travailler avec des interlocuteurs de ce niveau. Voilà. Merci à vous trois pour vos éléments. Alors c'est vrai, du coup, on a vu tous ces sujets sur la GTA qui sont des sujets complexes et difficiles à traiter en prenant en compte tous les aspects de la question. On l'a vu avec toutes ces questions-là, on aurait pu prendre la semaine pour parler d'autres sujets de GTA, mais peut-être que ça va déclencher des discussions entre vous dans le public ou sur le chat si vous avez envie de continuer la discussion un peu plus tard ou dans d'autres circonstances. Je vous remercie d'avoir été présents avec nous à cette table ronde. Je dis encore merci à nos invités et puis merci à tous ceux aussi qui ont suivi le table ronde depuis le live. Et puis très bientôt pour de nouveaux événements sur la GTA ou sur les RH en général, ou sur d'autres sujets. Merci à tout le monde. Merci.